Notre rapport à Isidore, à Saint-Isidore au CNC, c'est ça, c'est déjà une relation longue, assez ancienne, parce que c'est vrai que le CNC a été engagé assez fortement et avec beaucoup de conviction en faveur de la création pour les nouveaux médias depuis déjà 2007 en réalité. Camille, si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, merci. Et oui, c'était déjà il y a 5 ans que nous avons lancé notre tout premier appel à projet qui s'appelait multi-support. Donc l'idée à l'époque, c'était de pouvoir soutenir en développement des projets qui audiovisuels, puisqu'on est toujours dans le champ de l'œuvre audiovisuelle, et dont la narration devait se déployer sur 3 supports minimum, parmi lesquels le cinéma, la télévision, le web, les écrans mobiles ou le jeu vidéo. Il faut se resituer dans le contexte de l'époque. C'était assez avant-gardiste, on pourrait dire, dans la mesure où il y avait une grosse incertitude sur la façon dont cet appel à projet serait reçu par les professionnels, puisqu'à l'époque, on ne parlait pas du tout de transmédia encore. Le terme même n'était pas du tout employé. C'était même avant l'iPhone, l'iPad. On pensait encore à la télévision mobile personnelle, enfin des choses qui semblent vraiment très, très absurdes aujourd'hui. Donc voilà, et on a été très étonnés fin 2007 de rencontrer un écho aussi favorable de la part des professionnels, parce qu'on avait reçu 160 projets quand même suite à ce premier appel à projet. Et c'est suite à ça qu'on a décidé de pérenniser cette aide qui s'appelle donc maintenant le Fonds d'aide aux projets pour les nouveaux médias et qui contient maintenant trois dispositifs qui sont toujours en vigueur selon ces mêmes périmètres, c'est-à-dire deux aides à l'écriture et au développement. L'une qui est spécifique pour les projets transmédia, donc au sens CNC du terme, c'est-à-dire qu'ils doivent là aussi proposer des narrations différentes sur un écran traditionnel qui est le plus souvent la télévision et des nouveaux écrans numériques. Et à côté de ça, on a une autre aide à l'écriture et au développement pour des projets purement web ou purement web natifs, on va dire, sans donc la nécessité d'avoir forcément un volet audiovisuel classique linéaire. Et également une aide à la production Internet qui va permettre d'accompagner en production des projets donc purement web en prenant en charge l'intégralité des dépenses de production de ces projets-là, ou alors d'accompagner les volets numériques interactifs de projets transmédia qui par ailleurs peuvent aussi bénéficier d'autres aides du CNC, que ce soit côté COSIP ou côté fonds de soutien cinéma. Et puis, suite à la création de cette aide sélective, il y a eu pas mal de pas aussi de franchis au CNC, puisque en 2008, il faut savoir aussi qu'on a mis en place assez tôt ce qu'on appelle le financement mixte. Donc c'est la possibilité pour des programmes télé d'être cofinancés par des plateformes web. Les diffuseurs web pouvant donc aider à atteindre les 25% d'apports en numéraire qui sont requis dans le cadre des aides à la télévision classique. Et puis surtout, il y a une étape très importante pour nous qui est en 2011, il y a 2 ans, c'était en avril 2011, la création de ce qu'on appelle le web COSIP, c'est-à-dire la possibilité pour des producteurs audiovisuels qui disposent d'un compte de soutien automatique au CNC, qui sont des gens qui au départ font de la télé dans une logique, j'allais dire presque un peu industrielle. Il faut produire beaucoup pour avoir accès à ce système de soutien automatique. Et on leur a dit, voilà, si vous voulez faire un projet qui serait uniquement pour le web, en gros, vous pouvez être soutenu sur des projets d'œuvres audiovisuelles, même si vous n'avez pas de chaîne de télévision, en quelque sorte. Donc le principe, c'est ça, c'est produire des programmes web avec des diffuseurs purement web. Et puis tout ça a fusionné aide sélective, aide automatique au sein d'une nouvelle direction de l'audiovisuel élargie, on va dire, qui s'intitule maintenant, et c'est un peu symbolique, c'est la raison pour laquelle on a voulu changer de nom et pour mettre l'accent sur ce côté-là, qui s'intitule donc Direction de l'audiovisuel et de la création numérique, pour bien montrer qu'on est aujourd'hui, que la télévision est entrée pleinement dans l'ère du numérique et que naturellement ça intègre toutes ces problématiques-là. Donc voilà, je veux bien que tu changes à nouveau. Le résultat, c'est qu'en 5 ans, on a soutenu au total 400 projets. Ça représente plus de 13 millions d'euros qui ont été investis dans ces programmes. Il y a nécessairement beaucoup de projets qui ont été aidés au stade de l'écriture et du développement, même si certains n'aboutissent pas, parce qu'on est volontairement aussi dans une logique de R&D, en quelque sorte. Et pour nous, c'est important de rester dans cette logique d'expérimentation sur le plan artistique. Pas mal aussi de projets en production, et on s'est surtout rendu compte que la mise en place du web COSIP, du système automatique, a permis quand même de doubler les investissements et de même multiplier par 4 en 2 ans le nombre de projets aidés en production. Donc c'est quand même très important de voir que là, en 2012, on est passé à 65 projets aidés en production contre 16 2 ans plus tôt.
et que sur l'ensemble de ces projets aidés en production, la plupart voient le jour, parce que ce qui est important pour nous au CNC, c'est au stade de la production d'avoir aussi en quelque sorte un certain nombre de garanties de bonne fin, c'est-à-dire qu'on va demander aux producteurs, pour pouvoir solliciter des aides à la production, que ce soit à l'automatique et également au sélectif, d'avoir déjà des partenaires éditoriaux et des partenaires financiers, l'assurance d'un préfinancement en numéraire, ça c'est quelque chose d'important, et puis surtout l'assurance qu'on va construire autour de ces projets-là, quelque part toute une stratégie de communication en quelque sorte, de manière à s'assurer que le projet va bénéficier de l'exposition, de la visibilité la plus importante possible. Donc 2012 pour nous a été vraiment une année exceptionnelle à la fois en termes de nombre de projets aidés et aussi par rapport au nombre de projets qui se sont réalisés, qui ont été mis en ligne. Ça représente en une année environ 60 projets, c'est-à-dire autant que sur les 3 années précédentes, ce qui est assez considérable. Voilà, je pourrais maintenant rentrer un petit peu plus dans le détail, et ça on pourra s'en parler ensuite individuellement, hein, du fonctionnement des différents fonds. Ce qu'il faut savoir rapidement sur l'aide sélective sur le fonds d'aide au projet pour les nouveaux médias, on a un budget annuel de 3 millions d'euros. C'est une aide sélective, c'est-à-dire que les projets sont soumis à l'appréciation d'une commission composée de professionnels qui viennent de secteurs différents. Il y a un certain nombre de professionnels qui sont directement actifs dans ce secteur de la production interactive, mais ça nous intéresse aussi d'avoir les regards de professionnels qui viennent du cinéma ou de la télévision traditionnelle, entre guillemets, ou de professionnels qui viennent aussi du jeu vidéo, ou même des agences médias. Donc le principe, c'est vraiment la pluralité de ces regards qui permettent d'avoir aussi des débats très riches autour de ces projets. Actuellement, le président de la commission, c'est quelqu'un qui s'appelle Benoît Peters, qui est connu comme étant surtout auteur de bande dessinée avec la série Les Cités Obscures, mais qui a aussi fait beaucoup d'autres choses, à la fois qui s'est essayé au roman photo, qui a fait des courts-métrages, qui a été scénariste de longs-métrages, qui a été biographe de Derrida, par exemple. Donc c'est aussi quelqu'un qui a un parcours artistique comme ça très pluriel, et son regard d'observateur est particulièrement intéressant. Il faut savoir aussi, et ça peut être important pour vous, que dans le cadre de l'aide sélective, on tient beaucoup à ce que les aides à l'écriture et au développement, donc à la fois pour des projets de transmédia ou pour des projets purement web, soient ouvertes aux auteurs seuls. Donc si vous êtes auteur, que vous n'avez pas encore de société de production, vous pouvez faire au CNC une demande d'aide à l'écriture, et à ce moment-là, vous pouvez avoir une première aide qui va vous aider à mûrir votre projet, avec toujours dans l'optique pour nous de s'inscrire dans cette logique du secteur audiovisuel, c'est-à-dire l'idée c'est quand même d'aller convaincre un producteur qui lui-même va pré-vendre son projet à des chaînes ou à différents partenaires avant de pouvoir revenir chez nous en production. Voilà, si tu peux passer à la slide suivante. Alors en termes de projet, je vais pas en parler d'une façon très illustrée parce que vous allez avoir pas mal un certain nombre de producteurs et de diffuseurs qui vont présenter les projets sur lesquels ils travaillent aujourd'hui. Donc je pense qu'ils sont beaucoup plus légitimes que nous pour présenter leurs différentes propositions éditoriales. Maintenant, nous, ce qu'on peut constater, c'est que déjà, on intervient sur une très grande diversité de projets. Ça, c'est un fait. Nous, on tient toujours à s'inscrire dans les missions traditionnelles du CNC et donc à intervenir sur des projets qui sont cinématographiques au sens large, c'est-à-dire qui ont comme mode d'expression principale la vidéo, la réalisation audiovisuelle. Et dans tous les projets qu'on reçoit, on demande les mêmes qualités en termes d'écriture et de réalisation que pour les autres fonds du CNC, de toute manière. Mais par contre, on va être sur des genres différents, puisqu'on peut intervenir aussi bien sur des projets de fiction que de documentaires, que d'animation, que aussi des projets de magazines d'intérêt culturel, comme on dit, dans le cadre de l'aide sélective uniquement cette fois. Mais donc il y a une grande diversité, et de ça, les grandes tendances qu'on peut observer là récemment, c'est qu'une certaine catégorie de projets est sortie en quelque sorte d'une première phase d'expérimentation, puisque autant en 2008-2009, le web documentaire était juste en train d'émerger, c'était vraiment très nouveau. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a ce format web documentaire qui, pour certains projets, a tendance à émerger en tant que format, justement, et à un peu se standardiser, s'industrialiser avec des outils de production qui existent aujourd'hui, qui n'existaient pas auparavant. C'est quelque chose dont le monde du journalisme, en règle générale, aussi s'empare beaucoup.
Et puis de la même manière, sur tout ce qui est fiction, je pense aux web-séries de fiction, format court, linéaire, ce qu'on constate aussi, et ça c'est une évolution très récente, c'est que la production est en train de se professionnaliser complètement, avec des financements aussi qui n'existaient pas auparavant, l'action de France Télévisions avec Studio 4.0 qui investit beaucoup dans des projets de web-séries, de web-fiction. Et puis à côté de ça, on a aussi des projets qui sont totalement inclassables et qui correspondent à ce qu'on peut appeler des nouvelles expériences narratives. Alors ça nous tient toujours beaucoup à cœur, notamment dans le cadre de l'aide sélective, où il y a une exigence artistique très très forte. Autant à l'aide automatique, vous savez qu'on ne va pas poser un regard artistique sur le projet, on va juste s'assurer de son éligibilité, mais à aucun moment les agents du CNC n'engagent leur subjectivité d'une certaine manière dans l'appréciation qu'on peut avoir du projet sur le plan artistique. Sur l'aide sélective, c'est à la commission de se prononcer sur le fait que le projet, effectivement, présente une certaine forme d'innovation dans son écriture, dans son approche artistique, et qui va utiliser d'une façon pertinente et bien spécifique au projet en question ces outils de mise en scène que offrent les écrans numériques, d'une certaine manière. Donc à partir de là, on a là aussi différentes tendances, mais c'est toujours très spécifique pour chaque projet. On peut parler de narration multi-écran parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de projets qui vont jouer sur la notion du second écran en termes d'usage. Donc on va avoir à la fois de la télé et un contenu spécifique pour des écrans mobiles, mais là aussi d'une façon toujours intégrée narrativement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les enjeux narratifs, encore une fois, qu'il peut y avoir derrière. Il y a aussi beaucoup de choses qui vont faire spécifiquement pour l'iPad et des projets audiovisuels qui vont peut-être avoir vocation à être seulement une application pour tablette, par exemple, selon un modèle d'édition simple qu'on ne voyait pas encore auparavant et qui offre aussi des modèles économiques un petit peu différents, où il y aurait peut-être plus seulement du préfinancement, mais pourquoi pas. Et là aussi, en termes d'usage, c'est quelque chose qui est très différent. L'idée, c'est toujours adapter, évidemment, son approche artistique aux nouveaux usages qui sont en train de se développer. Et de ce point de vue-là, je pense que l'iPad est quelque chose de très nouveau et qui fait quelque part bien la synthèse entre une qualité d'absorption, de concentration qu'on peut avoir face à un écran de télévision et en même temps quelque chose qui peut être très interactif et offrir beaucoup de proximité avec le spectateur de cette manière-là. Donc ça ouvre à nouveau vraiment un champ créatif qui est encore aujourd'hui assez inexploré. Et puis, il y a beaucoup de projets aussi qui vont être plus dans une notion d'enquête, que ce soit au service d'un propos documentaire ou bien dans le cadre d'une fiction interactive, qui vont avoir beaucoup de proximité avec le jeu vidéo, de par les outils de narration qu'ils emploient, où là, on va être pour le coup dans quelque chose de très très délinéarisé, ou qui va nécessiter un niveau d'engagement très fort de la part du spectateur. Et voilà, c'est encore une autre approche possible. Et par ailleurs, on est aussi très content, parce que c'est une forme un peu de consécration pour nous, de voir qu'il y a des cinéastes, de plus en plus d'auteurs, de réalisateurs qui viennent du monde du cinéma, qui commencent à s'intéresser aussi un petit peu à ça, au numérique. Je pense notamment au projet The End de Laetitia Masson. Il y a un autre projet en cours aussi avec Claire Simon et sa Gare du Nord. Donc tout ça, c'est pour nous des marqueurs quand même importants, qui montre qu'on est réellement entré dans une nouvelle ère et que ce que nous faisons a toute sa légitimité d'une certaine manière. Je reviens juste sur le slide précédent, mais très rapidement pour vous dire que la façon dont ça se répartit en fonction des genres, on a toujours encore aujourd'hui une grande majorité de documentaires. C'est lié à la forte notoriété et à la maturité du genre web documentaire, c'est très clair. Mais il y a aussi quand même d'autres expérimentations en cours dans le domaine de la fiction. L'animation est peu représentée. La fiction, on commence à avoir de plus en plus de projets dans ce domaine-là. Le spectacle vivant, qui est le petit camembert orange, pèse aussi assez lourd parce que dans nos systèmes d'aide automatiques, on peut aider facilement des captations simples de spectacles, de concerts ou de pièces de théâtre. Et dans ce cadre-là, voilà, il y a quand même un certain nombre de projets qui sont accompagnés. Mais ce ne sont pas forcément ceux-là qui poussent le plus loin les nouvelles écritures, même si on peut être dans des projets spectacles vivants, où là aussi on est dans quelque chose de tout à fait interactif. Alors, je veux bien repasser à la slide suivante. Juste, voilà, un petit truc pour vous montrer aussi dans quelle économie tout ça s'inscrit
Et d'ailleurs, ça ne correspond pas vraiment aux projections que nous, on avait faites il y a quelques années. En fait, on se rend compte que tout ce secteur-là repose énormément sur l'économie des chaînes de télévision, sur l'économie audiovisuelle. C'est assez flagrant quand on regarde cette première colonne où on a la répartition des diffuseurs. Donc, en gros, on a calculé l'ensemble des diffuseurs qu'on a pu voir associés à des projets. Sur la totalité de ces diffuseurs, les chaînes de télévision représentent 47%. C'est la part la plus importante, mais c'est a priori pas si massif que ça. Si on passe au contraire en termes de nombre de projets, on s'aperçoit que 70% des projets ont des chaînes de télévision à leur plan de financement. Donc c'est déjà plus important et c'est encore plus massif, encore plus significatif s'agissant des apports en valeur, des apports financiers. En fait, 78% des apports financiers sur les projets que nous aidons en production viennent des chaînes de télévision. Donc ce qui montre à quel point on reste finalement dans cette économie audiovisuelle. Et là aussi, je disais qu'on avait fait des projections différentes il y a 5 ans parce qu'on imaginait il y a 5 ans que les fournisseurs d'accès Internet, les opérateurs en général, commenceraient à investir dans la création, dans les contenus. Ça n'a pas réellement été le cas. On imaginait aussi que les sites de presse qui commençaient à s'intéresser fortement au web documentaire investiraient des montants de plus en plus importants. Ça n'a pas été le cas non plus, c'est même un peu le contraire qui se passe actuellement. Et donc finalement, le contenu, l'œuvre audiovisuelle, ça reste le cœur de métier des chaînes de télévision, ce qui est finalement assez logique. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est finalement plutôt l'évolution naturelle des métiers de la télévision vers le numérique, plutôt que le contraire qui se passe, c'est-à-dire plutôt que le numérique qui va aller réellement dans le contenu et surtout en termes d'investissement, encore une fois. Donc voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Ça y est, il y a déjà plus de temps? Ah d'accord. Ouais. C'était juste pour comprendre cette slide. La première colonne, elle représente quoi exactement? Je comprends bien la deuxième et la troisième, mais... Ensuite, la dernière colonne montre bien que même si les chaînes de télé représentent que 47% des diffuseurs, en termes d'apport, c'est beaucoup plus important que ça et ça pèse beaucoup plus lourd en réalité. Oui, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais je pense que c'est le cas dans le domaine du documentaire aussi classique, entre guillemets. Et puis ça a été surtout lié à une époque où des sites de presse comme notamment le Monde.fr, à l'époque où Boris Razon le dirigeait, étaient vraiment très fortement impliqués dans ce genre-là. Le Monde.fr avait fait Voyage au bout du charbon, avait fait beaucoup de productions internes, mais continuait aussi à investir dans des webdocs produits à l'extérieur. Donc on sent que assez naturellement, les journalistes qui, peut-être un petit peu plus tôt que les chaînes de télé, avaient pris ce virage du numérique, puisque les problématiques du numérique, la presse se les pose depuis quand même très longtemps. Et assez naturellement, oui, les journalistes se sont dit, c'est formidable, le web documentaire, ça peut être aussi une nouvelle forme de récit journalistique, d'une certaine manière. Donc, c'est pas tout à fait dans le champ de ce que nous, on fait habituellement, parce qu'on est très, très attaché quand même au CNC, à la notion de documentaire de création, d'auteur. Donc l'idée, c'est d'arriver en tout cas avec un point de vue d'auteur fort et certainement pas avec une vision purement journalistique ou informative d'un projet. Mais le fait est que, bien évidemment, les journalistes peuvent être aussi totalement légitimes en tant qu'auteurs de documentaires. Et c'est vrai que, j'ai pas de statistiques précises, mais ils représentent toujours une part importante, oui, des auteurs de web documentaires, de documentaires interactifs, ça c'est certain, ouais. Et de plus en plus, ça je ne saurais pas vous dire précisément, mais oui, le fait est que le documentaire classique, c'est un vrai sujet pour nous en règle générale. On se rend compte que en termes de volume, il y a peut-être 2 fois plus d'heures de documentaires qui sont produites là, en l'espace de 5 ans à peine. Je pense qu'on est passé de 2000 heures à 4000 heures annuelles environ en l'espace de quelques années.
Ce qu'on constate aussi, alors c'est un sujet annexe, je parle de télévision, mais que le devis moyen a suivi la tendance inverse, a plutôt été divisé par 2 et autour de 120 millions, 120 000 euros en moyenne aujourd'hui. Donc on suppose qu'évidemment, oui, sur du documentaire, le vrai sujet, c'est qu'on est de plus en plus sur du flux lié aux besoins des chaînes, des nouveaux diffuseurs et à la fin de la rareté. Je pense que tout ça est lié, mais précisément, enfin, sur le web documentaire, on est quand même si ce que je disais, c'était que les choses avaient tendance parfois un peu à se standardiser, à s'industrialiser, etc. Finalement, c'est pas non plus des outils de production qui sont encore très 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 simples à appréhender et assez généralement, et notamment via aussi notre dispositif WebCOSIP automatique, enfin désolé pour ce côté un peu jargonnant parce que c'est pas toujours facile à appréhender, mais on est sur des dispositifs qui exigent qu'au moment où le projet est déposé au CNC, il y ait au moins 25% d'apport en numéraire et que ce soit en préachat. C'est une contrainte qui est assez importante et qui pousse vraiment le secteur à se professionnaliser et qui explique que des web documentaires qui seraient plus dans une mouvance do-it-yourself, on va dire, qui peuvent se faire avec des tout petits budgets, ceux-là ne peuvent pas être soutenus par le CNC parce que ça ne correspond pas à notre vocation, enfin non pas industrielle, mais de solidarité aussi naturelle avec le marché et les gens qui nous financent, qui contribuent aussi à nos ressources. Alors non, ces chiffres-là, c'est sur la période 2011-2012, depuis la mise en place du WebCOSIP en fait. Alors, moi, ce que je vous recommande, c'est déjà de prendre contact avec moi. Ce que Camille et Méline ont très bien fait, puisqu'elles sont venues un jour se présenter dans mon bureau, il y a 2 ans déjà. Et je dis ça parce qu'on essaie d'avoir un accompagnement quand même un petit peu personnalisé et au-delà des principes généraux qu'on peut énoncer ou que vous pouvez trouver sur notre site. Évidemment, on peut avoir des conseils qui vont être très spécifiques au projet que vous avez en tête. Donc la première chose, c'est venir nous présenter votre projet, votre proposition, en quoi ça consiste précisément. Et à partir de là, oui, c'est quand même un fonds qui est très ouvert, puisque à partir du moment où on dit des auteurs seuls qui n'auraient pas encore de producteurs peuvent présenter un projet, et ce sans contrainte, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être déjà actif dans ce secteur, on n'a pas besoin d'avoir une formation spécifique, seul compte le projet artistique. Au stade de l'éligibilité, on va vous dire déjà si le projet est éligible ou pas, correspond à notre champ d'intervention. Et ensuite, c'est notre commission qui est complètement souveraine en fait, dans l'appréciation qui va être faite du projet et qui ne va pas nécessairement, ou qui va le faire, mais qui va, avant de regarder les profils des gens qui portent ces projets-là, pour peut-être s'assurer qu'il y a une complémentarité de profils, de compétences, ça c'est quand même assez important sur ces projets, mais ce qui prime avant tout, c'est encore une fois la proposition artistique, c'est à la lecture de votre projet, est-ce qu'on considère que c'est intéressant, qu'on est aussi dans un usage de ces nouveaux écrans différents et qui est vraiment au service de la création. Le principe, c'est vraiment concevoir le web comme un support de création à part entière et pas seulement un support de diffusion. On n'est plus seulement dans cette logique de flux, même si ça en fait partie. Donc voilà, si votre projet répond à ces exigences, quel que soit votre profil, il sera accompagné. Et avant d'aider des auteurs, des individus, ou voire même des sociétés de production, on aide d'abord un projet. Ça, c'est très clair. Bien entendu, une agence web peut déposer. Ouais. Ouais. Après, tout dépend aussi de ce qu'on appelle l'agence web. On se rend compte aussi, on pensait, il y a plusieurs années, qu'il y aurait davantage d'agences web, au sens strict, vraiment des agences qui font du marketing et de la communication interactive, qui franchiraient ce pas-là, enfin qui iraient plus naturellement vers des propositions d'œuvres audiovisuelles. En fait, ça n'a pas beaucoup été le cas. C'est-à-dire que la plupart des sociétés de production qui nous présentent des projets, c'est justement des sociétés de production. Enfin, j'allais dire, j'aurais dû dire des sociétés tout court, parce qu'encore une fois, on peut être tout à fait ouvert à des sociétés, des entreprises qui pourraient même être actives dans tout à fait d'autres domaines créatifs, hein, y compris dans le cadre des arts numériques, dans le cadre de l'édition, du monde du livre, par exemple. Enfin, ça, c'est quelque chose qui me semble totalement envisageable, voire même souhaitable, parce qu'on imagine que toute cette création-là peut être contribuer un peu à décloisonner justement tous ces univers. Et le fait est que l'immense majorité des sociétés qui présentent les projets sont
soit des sociétés de production audiovisuelle déjà actives dans le domaine de la télévision, un petit peu cinéma aussi, mais qui sont quand même beaucoup moins représentées, ou alors des producteurs d'une nouvelle génération, qui ont un nouveau profil, qui ont déjà une conception un peu décloisonnée de leur métier, et qui, à l'instar de Once Upon ou d'autres sociétés ou de Small Bang, vont justement être à la fois, vont avoir dès le départ intégré des compétences liées à la production audiovisuelle et aussi liées au web. Je ne suis pas sûre qu'on puisse parler d'agence web stricto sensu à propos de Once Upon ou de Small Bang par exemple, c'est pas vraiment le cas. Mais donc voilà, mais si vous êtes agence web pure et que vous faites du marketing interactif, vous pouvez présenter un projet, bien sûr. Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre votre question. Le WebCOSIP. Le WebCOSIP, c'est donc le système de soutien automatique qui est fondé sur un principe de redistribution, de reversement. Le compte de soutien automatique aux industries de programme, le compte de soutien aux industries de programme, qu'on appelle donc le COSIP, est alimenté par une taxe qui est prélevée sur les chiffres d'affaires des chaînes de télévision et qui ensuite est redistribuée, reversée à des projets qui rentrent dans le champ de l'œuvre audiovisuelle selon un mécanisme sélectif, d'une part, passant par des commissions, et également selon un mécanisme automatique pour des producteurs qui auraient déjà produit un certain nombre de projets. Le principe, c'est que vous produisez un projet qui a été soutenu au sélectif. Ce projet-là, au moment de sa diffusion ou de sa mise en ligne, va, ce qu'on appelle, dans notre jargon, générer du soutien. On va se dire, bon, bah, ce projet-là pourrait créditer le compte automatique du producteur à hauteur de temps, en fonction, en gros, de l'économie du programme. Et l'année suivante, vous allez disposer d'un compte, une espèce de compte en banque, qui est crédité d'un certain nombre, vous allez avoir un certain nombre d'euros de disponibles sur ce compte et vous allez pouvoir utiliser ce compte pour produire des projets à venir. Qui simplement, la seule contrainte, c'est que ce soit bien une œuvre audiovisuelle, de la fiction, du documentaire ou de l'animation. Peu importe l'écran de destination, ça c'est la nouveauté. Et c'est un seul et même compte, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des crédits télé et des débits web ou inversement en quelque sorte. C'est un seul et même compte et les critères sont à peu près similaires. Un détenteur de compte automatique au COSIP, audiovisuel classique, ouais, télé, peut déposer une demande d'aide en web sans avoir les 25%. Oui, absolument. Et à ce moment-là, vous passerez devant la commission sélective. Qui donne un avis juste sur la qualification d'œuvre et non pas sur le fond. Non, à ce moment-là, on se prononcera sur le fond. C'est-à-dire que vous avez un compte automatique, vous avez deux choix en réalité. C'est-à-dire que c'est une subtilité, je ne sais pas s'il faut rentrer dans ce niveau de détail, mais sur les projets web, contrairement aux projets télé, vous avez, même si votre projet répond aux critères financiers du WebCOSIP, du compte de soutien, que vous avez les 25% numéraires, etc., vous avez la possibilité de le présenter quand même à l'aide sélective, avec une prise de risque importante, parce que si vous êtes refusé à l'aide sélective, vous êtes obligé, vous ne pouvez plus vous retourner vers l'automatique, en quelque sorte. Si on n'a pas l'argent pour l'automatique. Si vous n'avez plus de disponible budgétaire dans votre compte, ou si votre projet n'a pas les 25% de requis en apport numéraire, à ce moment-là, l'aide sélective vous reste ouverte. Vous présentez votre projet au Fonds Nouveaux Médias, à l'aide sélective selon les modalités classiques, et votre projet va être examiné, comme les autres, par la commission qui décidera de retenir ou pas la proposition artistique. Non, mais voilà. Je trouve ça très positif, parce que c'est comme pour aujourd'hui dans le documentaire, où on peut présenter des œuvres documentaires au sélectif, quand on a l'automatique, avec des petites chaînes qui n'apportent pas le numéraire ou les 25%. Oui. Donc ça permet également une création et d'aller vers des œuvres qui ne seraient pas possibles sur les médias classiques et d'aller vers des chaînes de télévision plus classiques, donc d'aller vers des diffuseurs plurimédias, multimédias, oui, ou sur des... Ça permet effectivement, dans le cadre de l'aide sélective, de s'ouvrir à des projets qui s'inscrivent dans des économies et des modes de diffusion un peu alternatifs, on va dire. Même si à l'aide sélective, on a aussi ce souci que les choses se fassent de façon assez équilibrée, c'est-à-dire que le montant qui sera investi par le CNC voilà, soit pas trop important, que la production du projet ne repose pas de façon trop déterminante sur la subvention espérée du CNC, bien sûr. Mais du coup, c'est vrai que tous les plus petits projets, entre guillemets, ceux qui vont avoir des budgets
moins importants, on va dire entre 50 et 100 000 euros, et qui vont se faire avec, par exemple, un ensemble de sites médias sans chaîne de télévision, avec un ensemble de sites de presse qui en général mettent pas beaucoup d'argent ou vont juste signer des accords de diffusion, ou vont mettre un petit peu d'apport en industrie, mais qui va avoir aussi, par exemple, une fondation ou voire même une marque, parce que ça c'est aussi une possibilité que d'avoir le financement d'une marque à partir du moment où il n'y a pas d'implication éditoriale de la marque, ça se fait sous forme de sponsoring simple. À ce moment-là, vous êtes effectivement dans ce modèle alternatif, mais que la commission sélective peut tout à fait prendre en charge. Il y avait une question sur l'apport des diffuseurs, les fameux 78%. Est-ce que parmi ces diffuseurs ne sont que des chaînes nationales, ou vous avez eu l'occasion sur cette année 2011-2012 de constater des apports de télévision régionale ou locale? Très rare encore, ça peut arriver, mais c'est d'une façon très, très ponctuelle. Il est évident que ces 78% viennent très, très, très majoritairement de Arte, France Télévisions et un petit peu Canal+. Voilà. Et TF1 et M6 sont totalement absentes, d'ailleurs. C'est assez étonnant de voir que l'absence de rentabilité réelle sur le web fait que TF1 et M6 sont encore d'une très grande frilosité par rapport à ça. Et sur les chaînes locales ou sur les chaînes de la TNT, c'est très rare. On peut voir LCP, par exemple, oui, il est arrivé de voir une chaîne en région Bretagne, mais bon, c'est une opportunité à un moment, quoi. Bertrand, tu veux poser une question ? Je voulais savoir si depuis 2007, vous aviez des chiffres sur le budget moyen d'un projet transmédia, dans le cas avec un apport de chaîne ou pas, voilà, en fonction même s'il n'y a pas de standard, en fonction des différents apports qu'il peut y avoir, s'il y avait un budget moyen. C'est Bertrand, notre comptable. D'accord, je comprends mieux. On est content qu'il soit là. Bertrand, il lui faut des chiffres. Combien déjà les non mais c'est vrai, les aides, combien on peut avoir sur les différentes aides et... Oui. Parlons concrètement, c'est combien? Concrètement. Non, on continue. Oui, alors, oui, quelque part, oui. L'aide à la production du fonds sélectif vous permet d'obtenir jusqu'à 100 000 euros maximum, dans la limite de 50% du budget. Ça peut se cumuler avec des aides au développement que vous auriez pu obtenir préalablement. Là, en l'occurrence, l'aide au développement pour les projets transmédia, elle peut s'élever à 50 000 euros maximum. L'aide au développement pour des projets purement web, 20 000, parce qu'a priori, on est sur des projets moins chers. Mais c'est très compliqué de répondre à votre question parce que tout dépend aussi de ce qu'on appelle des projets transmédia. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est un projet réellement transmédia avec un objet de télé et un objet web bien distinct, qui va avoir aussi des circuits de financement distincts, etc., il faudrait tout additionner et évidemment que on va être sur des budgets qui sont pour le coup réellement significatifs. Je ne sais pas, sur de la télé plus du web, à la louche, je ne saurais pas vous dire, mais 300, 400 ou 500 000 euros, ça dépend du format télé, ça dépend du genre aussi, parce que bon, là, on parle du documentaire, mais il peut y avoir aussi des choses dans le même de ce genre. C'est-à-dire que, si je comprends bien, dans un projet transmédia, il est possible d'avoir des financements pour le documentaire, le 52 minutes, oui, et ensuite d'avoir des financements pour la partie, on va dire, web, digitale, on cumule. Oui, tout à fait, ça peut se cumuler à partir du moment où le projet de télé a bien une écriture qui lui est propre et surtout des sessions de tournage aussi qui lui sont propres. Lorsqu'on n'est pas sur un projet qui est basé sur une production unique. Si c'est une seule et même production avec une version télé et une version web, mais l'une étant dérivée de l'autre ou inversement, à ce moment-là, non, vous n'aurez qu'une seule aide à la production du CNC. Par contre, si on est bien sur des productions différentes, oui, bien sûr, les choses peuvent s'additionner et toutes les combinaisons sont possibles à ce moment-là, hein. D'ailleurs, vous pouvez, si vous avez un volet aussi jeux vidéo dans votre projet, avoir en plus des aides du fonds d'aide aux jeux vidéo. Vous pouvez aussi avoir des aides du fonds de soutien cinéma si vous avez un volet long métrage. Donc voilà, la seule chose, c'est qu'on ne va pas intervenir deux fois sur les mêmes dépenses.